C'est parti, hop. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. Onde rebelle. Et bonjour à tous. D'abord la météo. Par qui on commence? Sarah, Zazou. Oh, c'est égal, je veux bien commencer. Allez, vas-y Sarah. Eh bien, je vais bien. Je ressens une certaine dichotomie entre la joie du beau temps qui fait 6 jours et l'inquiétude du beau temps qui fait 6 jours. Je sais pas, j'oscille entre les deux, Ouais, mais ça fait quand même du bien. Non, je vais bien, franchement. ça marche. Zazou. Salut à tous et à toutes. À l'instar de la saison hivernale qu'on a eue, j'ai passé un hiver un peu rigoureux. C'est le printemps qui revient gentiment et mes sentiments aussi, donc ça fait du bien d'avoir un peu de douceur malgré que les températures, c'est vrai, elles ont augmenté drastiquement là. C'est ça. Il y avait eu des 30 degrés de différence, j'ai entendu dans certains endroits chez nous. Non, c'était un peu compliqué, ouais. Puis surtout, ouais, on est passé très vite de très froid à très chaud d'un coup. Ouais, Donc là, c'est vrai que hier, par exemple, dans les parcs et tout, c'était l'été. C'était... Les arboriculteurs sont inquiets. Ah oui. Le gel qui va retomber, Ah bah oui. pratiquement sûr et certain qu'il reviendra, le gel. Voilà. hein. Ouais, les bourgeons là qui sortent déjà. Ouais. Non, ouais, c'est toujours problématique. Et ben moi, pour ma part, ça va très bien. Depuis la dernière fois, je suis papa, donc c'est cool, c'est chouette. Donc je reviens, là je me suis un peu enfui de mes obligations de papa pour venir discuter avec vous. Non, voilà, tout va bien et donc c'est chouette, ça fait 1 mois tout pile et donc on se régale, ma compagne et moi, dans cette nouvelle aventure. Sacrée aventure. Ouais, voilà. Et puis, je vous propose qu'on enchaîne directement sur les actualités. Il y en a pas des masses. Il y a eu beaucoup d'actualités, on va dire, dans le monde de façon générale. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est dit au niveau local qu'on allait un peu plus focus sur l'actualité d'ici, de Lausanne. C'est Lausanne, tonton. Il y a une votation qui arrive. On va appeler les gens à voter le 7 mars, donc pour le conseil communal et pour la municipalité. On voulait pas forcément donner de consignes de vote, mais a priori, si les gens nous écoutent, ils ont un peu des idées ou des suspicions sur vers qui va qui prend nos votes. Pour ceux qui peuvent voter. On voulait juste vous dire, renseignez-vous. Souvent, ces temps-ci, on a un peu tous, chacun, nos informations, etc. Renseignez-vous, allez voir un peu à droite à gauche et votez pour ceux qui sont en ligne avec vos valeurs. En parlant de votation, on les voit souvent sur les marchés ces temps-ci. Et du coup, Zazou, tu vas peut-être nous parler d'autres personnes qu'on voit sur les marchés ces temps-ci. Alors, je te laisse la parole. Effectivement, donc le stand XR est installé tous les samedis matins, tantôt à la rue Centrale, tantôt à la rue Aldimont, Saint-François samedi prochain. Nous accentuons avec les passants sur les assemblées citoyennes pour le climat et l'écologie. Avant que je vous dise en quelques mots de quoi il s'agit, au stand XR, on s'est mobilisé pour faire des tournustes et puis nous sommes allés nous faire alpaguer par les partis qui sont présents à la Palio comme ça, en se faisant passer pour des citoyens lambda, en montrant notre mécontentement, notre tristesse, et en leur disant que finalement on revenait d'un stand d'Extinction Rébellion qui nous avait parlé des assemblées citoyennes, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'était très, très sympathique et des échanges assez riches, c'était très intéressant. Donc, les assemblées citoyennes, elles sont une forme de démocratie délibérative, un processus par lequel les personnes ordinaires prennent des décisions politiques. Dans une assemblée citoyenne, un groupe de membres du public choisit au hasard, réfléchit sur une question d'intérêt public. L'objectif est de rassembler un échantillon représentatif de la société. Les participantes entendent des experts-expertes et des parties prenantes posent des questions, délibèrent sur les options politiques et font des recommandations qui façonnent la politique gouvernementale. Une assemblée de citoyens-citoyennes nous fournit à nous, le peuple, un moyen de demander un changement radical,
Une telle demande donne au gouvernement la légitimité d'agir et permet le soutien de tous les partis. Les membres des assemblées citoyennes sont choisis au hasard dans la population. En outre, les organisateurs et organisatrices de l'Assemblée utilisent des quotas démographiques pour s'assurer qu'elle est inclusive en termes de facteurs tels que le sexe, l'âge, l'héritage culturel, le niveau d'éducation, l'orientation sexuelle, le handicap et la géographie. Une fois les membres sélectionnés, le processus comprend 4 phases clés. Écouter, apprendre, délibérer et décider. Les assemblées de citoyens peuvent être utiles pour permettre aux élus politiques de mieux comprendre comment ils, elles, doivent changer et agir en matière de justice climatique et écologique. Les assemblées de citoyens-citoyennes offrent la possibilité d'explorer les points de vue d'un échantillon largement représentatif de personnes de manière juste et équitable. Les assemblées de citoyens-citoyennes peuvent également se tenir au niveau de la ville ou au niveau local. Toutefois, étant donné l'urgence et la complexité de l'urgence climatique, seul le gouvernement national a le pouvoir de s'attaquer à l'ampleur et à la portée des actions nécessaires. La participation publique fait contrepoids à un système d'élection représentative qui privilégie les gains électoraux à court terme par rapport aux besoins à long terme des générations actuelles et futures. Les processus délibératifs soutenus par des garanties contre les préjugés mènent à des voix plus diverses et mieux informées dans les débats politiques que dans un organe purement élu comme le Conseil fédéral. Donc voici en bref ce qu'est une assemblée citoyenne et nous espérons que nos conseillers communaux, que l'on a rencontrés à plusieurs reprises tout de même, aillent dans ce sens. Et puis peut-être qu'on y arrivera au niveau cantonal et voire fédéral. Voilà. Mais venez au stand XR le samedi matin, ça nous fera plaisir. Venez tous au stand XR et puis intéressez-vous à tous ces sujets. Effectivement, l'Assemblée citoyenne, on en avait parlé dans une autre émission par rapport à la convention exactement, de France. La convention pour le climat qui avait été mise en place en France et ce que ça pouvait donner à l'époque. Mais maintenant, en fait, on voit un peu ce que ça a donné et c'est un peu là où le bas blesse, c'est que, qu'est-ce qu'on en fait avec une fois qu'on a effectivement sélectionner les personnes, faire rencontrer les scientifiques, faire rencontrer, faire comprendre les faits, ce qui se passe par rapport à ces personnes. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est peut-être un peu au point mort. On essaye de traduire ça dans la réglementation en France. En fait, au tout début du processus, donc avant le début du processus, il doit être stipulé que les décisions prises par les citoyens et citoyennes devront passer en référendum. C'est une obligation, ça doit être vraiment établi dès le départ pour que ça soit bien compris. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a toujours l'impression que finalement, les élections traditionnelles qui nous amènent à l'élection des chambres législatives et exécutives à différents niveaux, c'est la démocratie. Moi, ce que j'aime bien et auquel on devrait vraiment s'ouvrir, c'est que peut-être c'est une forme de démocratie qui peut s'ajouter à celle-là, à la compléter. Exactement. D'autant plus que le processus des élections, il est souvent biaisé par différents travers et les enjeux politiques. Il est sclérosé parce qu'il n'est pas toujours adapté non plus aux réalités maintenant d'aujourd'hui et au rythme dont on a besoin pour certaines décisions. En fait, ces assemblées citoyennes, je m'excuse, je t'interromps, elles ne remplacent pas les élus. Ouais, les élus. C'est vraiment une collaboration. C'est pour ça que c'est un niveau de démocratie qui devrait être accepté comme s'ajoutant, complétant un biais de... Moi, je vois ça un peu comme une chemin façon de démocratie supplémentaire. Comme une façon de fixer un cap. Et puis après, on peut s'écharper un peu entre parties sur la façon d'y arriver, sur cet horizon-là, mais qu'à un moment, on se dise tous, de façon citoyenne, voilà ce vers quoi on aimerait tendre, ce vers quoi on aimerait arriver, et par rapport à tout ce qu'on peut nous présenter. Quoi. Mieux écouter les citoyens, la population. Quoi. Oui, puis offrir à des catégories de personnes qui ne trouvent pas leur place dans le système traditionnel des élections, de faire entendre leur voix, et il y en a beaucoup. Absolument. Clairement. On y arrivera. Merci Zazou pour cette petite présentation. Et alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme actualité ? Là, on voulait juste revenir sur
On avait parlé la dernière fois d'articles, en fait on avait parlé de la concentration record du CO2 dans l'atmosphère, malgré le confinement, et puis on avait évoqué une étude qui suggérait un lien entre les particules fines et la virulence du Covid. On voulait juste revenir avec une nouvelle actualité qui était que, d'après une étude publiée dans Environmental Research C'est toujours le difficile. 9 février, il y avait 20% des décès dans le monde qui étaient liés à la pollution de l'air, principalement provoquée par les énergies fossiles. Et donc, parmi ces 20% de décès, c'était les pays asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, qui étaient les plus touchés. Voilà. Donc, on voulait juste mettre un peu ça en perspective par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? Ouais, moi j'ai vu récemment aussi les particules fines des pneus des véhicules, Oui, c'est clair. en fait, qui restent sur le bitume et puis avec les pluies vont dans les égouts, etc. C'est hallucinant. Ah oui, non, c'est partout. Mhm. C'est partout et c'est grave. Mais du coup, ouais, voilà, ça fait un peu, encore une fois, réfléchir à si ces pollutions-là sont dans ces pays-là, c'est pas un hasard. Ces pays-là sont de gros producteurs de un peu tous les biens mondiaux. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça sur notre consommation, ici ou là, en Europe et autres, et l'impact que ça a de façon globale, quoi. Oui, Zazou, vas-y. On parlera peut-être la prochaine émission du libre-échange, donc de ces fameuses votations Oui. qui sont aussi fédérales, libre-échange avec l'Indonésie, on est en plein dedans, quoi. Ouais. Exact. Mm. Ouais. Et je reviens aussi, j'en ai déjà parlé, mais sur les immenses feux de forêt dont on parle régulièrement, qui en fait, et ça on le dit peu quand même, mettent dans l'atmosphère beaucoup de particules qui dans le fond sont extrêmement toxiques et qui ne sont pas juste là où il y a les feux, qui Non. ensuite se déplacent et saturent l'air, ou en tout cas vont le faire si ça continue, et nous rendre facilement malades. Bah oui, là, en parlant de ça, en parlant de feu et en parlant d'atmosphère, on a tous vu récemment, je pense, Le sable du désert, Exactement, ouais, ce sable exactement. du désert qui est venu, donc Absolument. qui a rendu les Alpes, puis un peu... Tout était couvert. Ouais, hein, hein. c'était Il assez faisait impressionnant. jaune ce Ouais, jour-là, tout c'était était jaune, Tout était ouais, jaune, ouais, c'était ouais. assez hallucinant. Et donc, Les voitures étaient couvertes. ah oui, alors là, pour les voitures, ouais. ça, elles ont toutes été repeintes, ouais. Ouais. Mais ça a été... En fait, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de se rendre compte que, effectivement, quelque chose dans le Sahara peut venir jusqu'à chez nous. Donc, Absolument. les nuages traversent les frontières, ne s'arrêtent pas. Voilà, donc on peut penser à des feux de nuages, quand il y a des incidents, quand il y a des... Voilà. C'est donc une très bonne transition par rapport à une étude qui a été faite par Météo France, qui anticipe en fait un climat extrême en 2100. Et donc, évidemment, on va juste l'aborder brièvement, on parle de températures maximales dépassant les 50 degrés, de sécheresse, d'épisodes de pluie intense plus fréquentes. Et voilà, on voulait juste mettre ça en perspective avec ce qu'on vit actuellement. Donc il y a eu des épisodes de pluie intense en France. On a entendu par exemple des endroits, des villages entiers coupés du monde parce que il y avait eu une inondation. Là on en parlait dans l'introduction de ces changements de température. Voilà, on est passé en 2 semaines de très très froid à très très chaud. Voilà, on parle de 2100, mais on commence à voir quand même de temps en temps des petites... des Les manifestations, merci. avec des glissements de terrain et autres. Enfin, de ce que pourraient être ces scénarios, optimistes ou moins optimistes. Voilà. Et puis le rapport souligne évidemment des disparités régionales particulièrement importantes parce que, comme on l'a dit, ce réchauffement climatique, ce vers quoi on tend, il va toucher toute la planète, mais peut-être de façon un peu différente, et donc va peut-être accentuer certains processus qui sont déjà en place. Je pense typiquement à l'immigration. Voilà. Si en ce moment on n'est pas très content, on peut se dire que si on ne fait rien, ça va augmenter. Et d'autres scénarios pas si chouettes sur la gestion de l'eau, la gestion des ressources, la gestion des... Voilà. Et puis il faut se souvenir qu'ici en Suisse, dans la région, si la température globale augmente d'1 degré, ici ça fait 2 degrés. Donc il va faire plus chaud ici en moyenne que dans certaines autres régions. Voilà. D'où la nécessité de prendre à bras le corps toutes ces questions, de manifester le mécontentement quand il peut se faire, et puis encore une fois d'essayer de tendre vers quelque chose d'un peu plus vertueux. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les actualités. Donc maintenant, on va passer
à Science Friction, mais après une brève pause. So you do have a plan. Experts say that listen to the On parle tous en même scientists. temps. Yeah, Mr. White. Let me say that again. Listen to the scientists. Yes, science. Et maintenant, on va passer à Science Friction. De quoi vas-tu nous parler, Sarah ? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de mettre les projecteurs sur un type de sol bien particulier, à savoir les tourbières. On le sait finalement assez peu, mais en fait les tourbières, qui font donc partie de la catégorie des zones humides, jouent un rôle capital dans la grande mécanique climatique. Les sols, de manière générale, sont l'un des plus importants puits de carbone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un puits de carbone ? Eh bien, ce sont en fait toutes les composants de la planète qui participent à ce qu'on appelle le cycle du carbone. Et ceci en l'absorbant et en le séquestrant à la manière d'un réservoir, où il peut rester piégé durant des temps géologiques extrêmement longs. En faisant ainsi, ces puits de carbone contribuent à diminuer la quantité de dioxyde de carbone, le fameux CO2 présent dans l'atmosphère, et influent sur le climat, puisque ce CO2 est un gaz à effet de serre qui accentue le réchauffement. L'un des premiers puits de carbone, c'est les océans. Ensuite, il y a l'humus, les végétaux, les arbres, les prairies, et notamment, on y revient, les tourbières. Celles-ci ne représentent environ que 3 à 5% des terres émergées, mais les scientifiques estiment qu'elles contiennent entre 20 et 30% de tout le CO2 emmagasiné dans les sols de la planète. Certaines estimations vont jusqu'à dire qu'elles contiennent presque le double de tout le carbone stocké par la biomasse forestière, par exemple. Donc, petite surface, très très efficace. Mais qu'est-ce qu'une tourbière ? Parce que finalement, à part quand on jardine un peu et qu'on apprend que telle ou telle plante pousse plutôt dans une terre tourbeuse, c'est pas vraiment un mot qu'on entend très souvent. C'est donc un type de zone humide et c'est d'abord un sol gorgé d'eau, que ce soit en raison de l'imperméabilité des matériaux qui composent le sol et qui gardent et stockent cette eau, que ce soit parce qu'il y a un important ruissellement à l'endroit en question ou parce qu'on est en présence d'une zone de forte précipitation, en zone tropicale par exemple notamment. Donc d'emblée, on peut déjà déduire que ce sont des sols fragiles et vulnérables aux modifications des conditions hydriques et du cycle de l'eau. Les tourbières sont composées essentiellement de mousse, appelée sphaigne, ou parfois aussi de carex ou lèche. Alors ce sont ces espèces de fougères, et ça parle peut-être mieux si vous imaginez quand vous les prenez avec la main, ça coupe un peu la peau comme ça. Bref, donc ces sphègnes ou ces lèches, ce sont des plantes qui sont à l'origine de la turbigénèse, turfigénèse, turbification ou tourbification. Mon Dieu. Quel que soit ce que ces termes barbares vous évoquent, ils désignent tous le processus amenant à la production de la tourbe. Alors, comment ça fonctionne ? En gros, en très gros même, en mourant, ces mousses se déposent les unes sur les autres par couches successives et comme il y a entre elles très très peu d'oxygène, ces plantes se décomposent très peu. On a donc une accumulation de matière végétale qui peut atteindre plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ces mousses ont la particularité de conserver une importante quantité d'eau, même quand elles sont mortes, et donc elles contribuent à entretenir en surface un microclimat humide et plus frais. Des conditions qui, on peut bien l'imaginer, sont très favorables à une grande biodiversité. On y trouve des lézards, des insectes, des petits mammifères, etc. À l'origine, les tourbières se situent un peu partout sur le globe, mais elles se concentrent davantage au nord, dans les régions subarctiques, en Finlande, en Norvège, en Suède notamment, il y en a pas mal. En Suisse, il y en a aussi. Elles se situent principalement dans le Jura et dans les Préalpes. Mais il en existe également en région tropicale, par exemple au Congo et en Indonésie, tandis qu'au nord, ce sont plutôt des mornes étendues très rases. Là, elles sont donc sous les tropiques, elles sont plutôt souvent boisées, accueillant même des forêts parfois très riches. Et le problème, c'est que ces tourbières sont souvent mises à mal par l'exploitation qui en est faite, notamment pour le bois, ou par leur remplacement par la plantation de cultures de palmiers à huile. Et là, on rejoint la votation du 7 mars. D'après de nombreux spécialistes, il existe un vrai risque de faire à terme passer ces terres de puits à source de carbone, c'est-à-dire à émettrice de carbone, rendant donc le CO2 à l'atmosphère, qui en est déjà bien saturé, ce qui accentuerait bien sûr encore le réchauffement. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive,
c'est-à-dire l'un de ces dangereux cercles vicieux qui s'enclenchent à un certain moment, lorsqu'un point est franchi dans l'équilibre naturel d'un système, et qui s'emballe de sorte qu'on ne peut plus l'arrêter ni le freiner. Or, une fois détruits, ces écosystèmes ne sont pas remplaçables. C'est là encore une fois l'exemple d'un processus naturel extrêmement lent, formé sur le fil d'un précieux et fragile équilibre au cours de millénaires, et que l'on utilise ou détruit en l'espace de quelques décennies seulement. En plus de porter de sérieux enjeux climatiques, donc, la disparition des tourbières a d'autres conséquences, parce que la tourbe se forme dans un milieu constamment gorgé d'eau, très pauvre en oxygène, qui permet à la matière organique de rester dans un état de très bonne conservation, même après des milliers d'années. Ce qui veut dire que le pollen, les graines, les arbustes, les plantes, les branches et tous les résidus végétaux qui s'y déposent restent très bien conservés. Et pas que les végétaux d'ailleurs. J'ai lu quelque part qu'un vieux manuscrit et même des corps humains avaient été retrouvés en excellent état dans la tourbe. Bon, j'ai pas plus de détails là-dessus, ce serait à creuser. Mais donc, en plus de participer à maintenir un climat stable et tempéré, propice à la vie sur Terre, la tourbe est aussi une sorte de livre d'histoire des paysages anciens et du développement des populations humaines. Donc à nous de tout faire pour regarder ce qu'il en reste. Waouh. Merci Sarah. Une réaction, Zazou? Ouais, moi j'ai pensé vraiment, c'est un moyen de conservation aussi, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que ça mériterait de creuser tout ce qu'on peut retrouver dans la tourbe. C'est intéressant. Exactement. Oui. Bah alors, ce dont on parlait un petit peu avant, moi j'ai eu la chance donc d'aller en Irlande et c'était dans le parc du Connemara où il y avait une grande zone comme ça, région de tourbières et on a pu visiter, on avait eu un peu une présentation et oui, c'est exactement, on retrouve un peu les mêmes histoires, enfin les faits que eux utilisaient ça en fait à l'époque pour se chauffer. Donc en faisant sécher, extrayant la oui, c'est un tourbe, combustible. etc. Voilà. Et des fois, faisaient des découvertes. Donc des fois, il y avait des arbres entiers qui étaient conservés, mais donc une fois à la surface, il restait qu'un tronc, mais extrêmement bien conservé. Donc on trouvait des troncs millénaires ou autres, voilà. Et des fois, oui, il était un peu moins drôle, des corps extrêmement bien conservés, mais qui se dégradent extrêmement vite dès qu'ils sont mis à la surface, forcément. L'oxygène. Voilà, parce qu'ils se retrouvaient dans un endroit sans oxygène, avec de la boue et puis de l'eau. Et donc, oui, ça conservait assez bien. Mais c'est assez fou, moi, par rapport à ce que tu nous as dit, que ça représente si peu, mais en fait, c'est extrêmement utile. Et ça me fait penser, en fait, à une info que j'ai entendue cette semaine, je crois que c'était sur les baleines. En fait, c'était j'ai plus son nom maintenant, mais qui nous disait qu'une baleine, ça absorbait l'équivalent d'une ville, je crois que c'était une ville comme Lyon, en termes de CO2. Donc là, tout d'un coup, on se dit, oui, mais en fait, il faudrait peut-être... Voilà, une baleine sur tout l'océan, c'est pas beaucoup, mais finalement, il faudrait peut-être essayer de les sauver, quoi. Voilà, donc encore une fois, tous l'écosystème. Exactement, rien n'est à laisser de côté, tout est à préserver. Oui, puis chacun a plusieurs rôles aussi. Par exemple, on voit que ça sert à différentes choses. Et moi, c'est impressionnant de voir comment on peut drainer et assécher des parties comme ça, des zones humides, pour faire, je sais pas, des routes ou des cultures. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'on enlève une surface qui était vraiment extrêmement utile en termes de captation du carbone. C'est ça, sachant qu'après, à mon avis, à assécher, ça doit prendre relativement peu de temps, mais pour se reformer après, ça prend... des millénaires. Exactement. C'était vraiment des systèmes qui se forment sur des millénaires. On peut pas, une fois qu'ils sont perdus, ils sont perdus. C'est une sacrée richesse dont on n'a pas conscience. C'est ça. D'où la nécessité de préserver ça. Mais du coup, encore une fois, merci Sarah pour... Avec plaisir. de nous sensibiliser sur tous ces sujets. Je vous propose qu'on refasse une petite pause avant de passer à la carte blanche. Qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas une étincelle éphémère issue de la rencontre de deux désirs, c'est une flamme éternelle jaillie de la fusion de deux destinées. Je suis content que ça vous amuse, c'est plutôt bon signe. Alors, maintenant Zazou, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler? Alors, d'un autre modèle familial. En fait, j'ai pensé à toi, nouveau papa. Et puis c'est vrai que en Occident, on a plus ou moins des modèles familiaux qui ont évolué quand même.
Et puis là, il y en a un que j'avais entendu parler il y a des années. J'ai repensé à ce modèle familial et je vais vous en parler. Donc, ce sont les Mozos. Ils forment une ethnie habitant le sud-ouest de la Chine sur les contreforts de l'Himalaya. Compte à peu près 30 000 à 60 000 habitants. Les Mozos forment une société matrilinéaire. Donc les enfants sont rattachés au groupe parental maternel. C'est une société sans père ni mari, Julien. Ah bah oui, bah voilà. Les familles sont constituées de fratries, frères et sœurs de plusieurs générations qui vivent ensemble. Les amoureux ne vivent donc pas en couple, mais chacun dans sa fratrie d'origine. Les enfants sont rattachés à la fratrie de la mère pour y être élevés par les hommes et les femmes qui la composent. L'homme élève donc les enfants de sa sœur, avec qui il partage foyer, nom, héritage et ancêtres communs. Il n'élève donc pas ses enfants biologiques. L'organisation familiale fait qu'un enfant se rapproche de son oncle maternel et éprouvera à son égard le même type d'affection qu'il aurait envers son père dans d'autres types de sociétés. La naissance d'une fille est cruciale car elle permet la continuité de la lignée. Si une famille n'a que des descendants de sexe masculin, les enfants de ces derniers habiteront la maison de leur mère et la lignée s'éteindra. La naissance d'un garçon est aussi importante, car il exercera plus tard la paternité des enfants de sa sœur. Le bon fonctionnement d'une famille passe donc par la présence des deux sexes. Le statut de minorité ethnique des Mozos permet à chaque femme d'avoir autant d'enfants qu'elle le souhaite, indépendamment de la politique de contrôle de la population du gouvernement chinois. Chez les Mozos, les hommes et les femmes sont considérés comme différents et doivent donc avoir un rôle spécifique dans la société. Le partage des tâches est sexué et réglé avec précision. Vous allez rire. Les femmes s'occupent des travaux domestiques, cuisine, ménage, de la collecte du bois pour les feux et du tissage. Les hommes sont chargés des travaux plus physiques, la bourrée, la charpente, la pêche, le soin du bétail et la politique. Ok. Saugrenus. Seuls les travaux d'agriculture, principale source d'alimentation des Mozos, sont effectués conjointement tout de même. Au sein d'une famille, l'ensemble du travail est planifié par deux chefs, un homme et une femme, choisis en fonction de leurs compétences. Les Mozos jouissent d'une grande liberté amoureuse et sexuelle. Hommes et femmes sont libres d'avoir autant de partenaires qu'ils le désirent. Comme les familles sont acquises de naissance et ne dépendent pas d'un conjoint, les ruptures reviennent simplement à effacer le lien entre deux membres de deux fratries, deux familles distinctes qui resteront intactes. Quand un homme et une femme deviennent inséparables, ils deviennent Azuasa, une union appelée Axia. Je pense que je prononce mal, mais il n'y a pas de conflits conjugaux concernant la garde. Voilà. Donc j'ai trouvé très intéressant. On n'a pas l'habitude. Bah, merci de nous faire partager qu'est-ce que tu en penses, Julien? Nouveau papa. Étonnant, hein. Bah ouais, de toute façon, j'ai envie de dire, moi, de ce que je vois, et puis de ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... tous les rôles qu'on nous a donnés avant, le père, la mère, même les enfants, tout ce qu'on projette sur le fils, la fille, à partir du moment où on connaît le genre du bébé, bah voilà, c'est assez hallucinant, ouais, tous les stéréotypes de genre. Ouais. Ça reste encore très fort. Bien Moi, sûr. ce que j'aime bien, c'est quand on casse les évidences. Et ça, quand on prend connaissance de modèles comme ça, ça permet de se dire, finalement, Voilà. ces évidences qu'on ne remet jamais en question, C'est ça. Là où ça tout le mène des petites monde graines. commence à nous dire, ah non, mais c'est contre nature ou machin. Ben non, en fait, il y a tout qui existe. Tous les modèles sont possibles. Et donc, Et puis il y en a d'autres encore Exactement, qui ont d'autres noms. Voilà. C'est mais intéressant. Ouais. Ouais. Donc, Clairement. merci, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'aime bien cette ouverture à autre chose. les Mozos. Mais Mozos, bon, ouais. et pour revenir sur la répartition des tâches, oui, moi je sais qu'en ce moment c'était plutôt madame qui s'occupait du bébé et moi qui m'occupais de tout le reste, enfin de madame pour que, pour que les choses continuent. Donc tâches ménagères et autres, c'était plutôt moi. Donc ouais, c'est pour dire que voilà, il n'y a pas de choses arrêtées. Et puis à mon avis, il faut juste faire évoluer un peu les choses et se dire qu'on peut tous un peu participer. Et puis, Mais oui. puis même au niveau des...
Ouais, des paternités, maternités, voilà. Voilà. Ok. Et ben merci Zazou. Et puis vivement la prochaine carte blanche. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Alors, à toi, Julien. Bah, merci Zazou. Donc moi aujourd'hui dans mon petit truc en plus, donc je vais vous parler de plusieurs choses, mais qui à la fin j'espère vont faire sens. Ce matin en fait l'idée m'est venue en me promenant. En fait j'allais chercher les micros qui nous permettent d'enregistrer cette émission et je suis passé devant quelques stations essence et j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange, c'est que en fait il y avait beaucoup de gens, des messieurs principalement, et ils étaient tous regroupés au niveau des stations essence, à l'extérieur, avec un café à la main. Et donc le café qu'ils achetaient à la station, et puis voilà, ils allaient papoter et tout. Et donc je suis pas allé leur demander ce qu'ils faisaient là, mais à mon avis, les cafés et les restaurants étant fermés, la solution alternative pour eux, ça a été quoi? De se retrouver à la station essence dehors. Et voilà, en plus il faisait beau aujourd'hui, donc c'était envisageable. Et alors, autant je trouve ça dommage que de se réunir dans une station-service, d'autant plus que, à mon avis, la plupart de ces messieurs, ils sont venus là en voiture, autant j'ai trouvé l'initiative assez drôle, et puis moi, j'ai surtout vu la preuve d'une certaine résilience, voilà. Donc, face à une difficulté, on trouve une alternative, on a un peu de volonté d'imagination, et on peut résoudre la difficulté initiale. Donc, à mon avis, il a suffi à un de ces messieurs de se dire « Et si on se retrouvait à la station essence ?» Et voilà, l'idée était lancée. Ensuite, il a juste suffi d'un peu de volonté des autres pour rendre le tout possible. Donc voilà, là, c'était la première illustration du pouvoir de l'imagination et de la volonté. Par contre, tu dis que tu as remarqué qu'il y avait plutôt des hommes, c'est ça? Ouais. Donc ces dames, elles étaient au fourneau. Je ne sais pas, hein, je suis pas allé leur demander non plus. En plus, qu'est-ce qu'il dit que c'était pas spontané? Parce que si vraiment ils avaient eu l'imagination, ils seraient peut-être allés ailleurs. Non, mais il y en avait beaucoup. Ouais, alors je me suis dit aussi, mais c'est un peu bizarre. Enfin, donc est-ce qu'ils se retrouvent là pour faire pour parler voiture ou pour autre? Mais voilà, c'était très bizarre. Mais parce que ça n'a pas été que sur une station avec cinq pauvres hommes qui étaient là, machin. Non, c'était vraiment une quinzaine et dans 3 ou 4 quoi. Donc faudra que je me renseigne un peu, que je fasse ma petite investigation, peut-être dans un prochain épisode. Alors un autre exemple, c'est aussi, vous avez sûrement entendu parler du shift qu'il y a eu parmi les utilisateurs de WhatsApp, il y a eu une grosse fuite vers Signal, vers l'application Signal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour rappel, WhatsApp a mis à jour ses conditions d'utilisation. Et là, il y a pas mal de monde qui a commencé à se demander pourquoi ils mettent à jour leurs conditions d'utilisation, qu'est-ce qu'ils font exactement avec nos données, qu'est-ce qu'ils faisaient jusque-là avec, et puis à suspecter forcément la mise à jour. Donc là, le bouche à oreille a aidé, le téléphone arabe, l'amplification, et puis les gens qui étaient sur WhatsApp, ils ont tous commencé à se dire « et si on changeait d'outil pour communiquer ?» Donc tout à l'heure, la question c'était « et si on se retrouvait à la station essence ?» Là c'est « et si on changeait d'outil pour communiquer ?» Alors bien entendu, beaucoup de gens ont trouvé ça compliqué, ils ont eu la flemme de changer leurs habitudes, à croire que WhatsApp a toujours existé, et que le fait qu'on utilise leurs données, c'est maintenant acquis et immuable. Et quoi qu'il en soit, ça a quand même fait reculer un peu Facebook, qui a remis à plus tard la fameuse mise à jour des conditions d'utilisation. Encore une fois, moi j'y vois un exemple du fait qu'avec un peu de volonté et d'imagination, hop, on trouve une solution alternative, et puis avec un peu de pouvoir d'imagination et puis la volonté des autres, on peut faire plier un mastodonte, lui dire de changer, et puis lui montrer le cap vers lequel on veut aller. Alors le dernier exemple que j'ai de ces derniers temps, c'est, je pense, est-ce que vous avez entendu parler de GameStop? Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc GameStop, de quoi il s'agit? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un revendeur de jeux vidéo. Donc a priori, il y a plus grand monde qui achète des jeux vidéo, qui les revend. Enfin, le marché de l'occasion est plus trop porteur. Et donc, ils sont dans une mauvaise passe. Il y a des fonds d'investissement, un en particulier, qui a décidé de vendre à découvert pas mal d'actions GameStop. Donc eux, leur idée était claire, ils se sont dit GameStop, ça ne peut que aller plus bas, ça ne peut que faire faillite à terme, donc on considère qu'on va vendre à un prix, on va vendre aujourd'hui pour racheter plus tard à un prix plus bas. Voilà, je vous épargne les détails c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Pas de chance, il y a des gens sur des forums internet, donc sur Reddit par exemple, qui se sont dit exactement la chose inverse. On va tous se mettre à acheter des actions GameStop. Donc, on achète. Et donc, quand on achète sur les bourses, forcément, le prix augmente.
en augmentant les fonds qui, eux, pariaient à la baisse, ont perdu beaucoup d'argent. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Selon moi, il y a des gens qui se sont dit au bout d'un moment, ces fameux investisseurs sur les boursicoteurs du dimanche sur les forums, qui se sont dit, et si on faisait le pari inverse d'un grand fonds d'investissement, ça sur le ton de la blague. Donc petit avertissement au passage, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelques personnes parmi ces investisseurs du dimanche et ces lanceurs de tendances sur le forum qui ne pourraient pas être poursuivis pour manipulation de marché dans cette histoire. Mais ça, j'y reviendrai peut-être s'il y a des personnes en commentaire qui veulent le faire. Vas-y, Zazou. Alors moi, je n'y connais strictement rien. Oui, vas-y. Par contre, j'ai entendu dire que ces petits investisseurs, il n'y a pas que des petits investisseurs, il y en a qui ont quand même des Bien millions, investi des millions, 3500 francs ou voire des millions, donc il y a aussi de grands investisseurs. Oui, Puis en fait, là, on parle que d'argent virtuel, en fait, à quelque part. En fait, il y a toute une question sur la vente à découvert et en face. Il y a des gens qui disent que ça permet d'augmenter la liquidité d'un marché, donc ça permet une meilleure découverte du prix. Donc un meilleur prix parce que plus de liquidité. Donc non, le fonds qui a perdu beaucoup d'argent, je pense que pour eux, c'était pas virtuel du tout. Et les gens qui en ont gagné non plus. Après, je pense que parmi... Voilà, c'est un marché, il y a un vendeur, il y a un acheteur, mais par contre qu'avec un peu de volonté et un peu d'imagination, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et la masse aussi, c'est Bien la sûr. masse tout d'un coup de réaction. Mais une petite volonté de beaucoup de personnes, Oui. ou une grande volonté d'un seul, voilà, peut faire bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai moi-même commencé à lire un livre, donc ce sera un peu ma recommandation pour vos lectures si vous êtes en manque d'inspiration, qui s'appelle « Et si ?» Donc ça commence comme les questions que j'ai posées jusqu'à là. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? Voilà, c'est écrit par Rob Hopkins. C'est un Britannique donc, qui explique finalement, qui témoigne de comment est-ce qu'à son propre niveau, on peut faire changer quelque chose dans sa rue, dans son village, dans sa ville, et qui parle de plein d'initiatives qu'il a essayé de mettre en place pour, à son échelle, faire des petits pas, et puis on se rend compte que finalement il suffit qu'on fasse un premier petit pas pour que le voisin suive, les enfants du voisin, etc. et que peut-être en collectivité on puisse avancer vers autre chose. Voilà, pour mettre les choses en route. Donc la dernière chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'était donc juste une observation, c'est le fait qu'on surestime très souvent les choses qu'on peut faire à court terme, et alors qu'on sous-estime les choses qu'on peut faire à long terme. Donc là, je répète, on surestime très souvent les choses qu'on peut faire à court terme, et alors qu'on sous-estime les choses qu'on peut faire à long terme. Voilà. Donc là, je terminerai ma chronique en vous demandant, donc, et vous, et si vous vous y mettiez? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Et d'ailleurs, on entend quand même dans le monde entier, malgré tout, toutes sortes de choses qui se font, qui se créent, de gens qui commencent à vivre autrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde à l'heure actuelle. C'est une petite note d'espoir. Exactement. Oui, moi, ça me fait deux réflexions. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en t'écoutant, Zazou. C'est que pour libérer l'imagination, il faut de nouveau casser les évidences. Et, parce qu'en fait, on est dans plein de carcans dans nos têtes et ça nous empêche de réfléchir autrement. Et en fait, on est bourré de choses, on se dit c'est évident que, boum. Et en fait, on devrait apprendre à faire ça. Non, mais sur les évidences, ça revient à une autre carte blanche que Zazou avait fait, c'était des doutes et certitudes. Entre doute et conviction. Et conviction, oui, entre doute et je me conviction. souviens. La deuxième chose, c'est-à-dire tu parlais des effets, on surestime à ce qui se passe à court terme et on sous-estime ce qui se passe à long terme. Et c'est vrai que moi, je réfléchis souvent en termes de... On est déçu parce qu'on fait, je sais pas, telle action dans XR et finalement, on se rend compte, non, ça n'a pas d'effet. Et en fait, on ne sait pas parce que les choses grenouillent souvent, ça se voit pas. Les choses changent Bien aussi sûr. de façon plus sourde dessous ce qui est apparent. Et à plus long terme, et comme tu disais, maintenant, on voit partout les choses bougent parce qu'en fait, même les actions à court terme, si elles n'ont pas cet impact, les choses bougent quand même à long terme et on oublie tout le temps de le prendre en compte. C'est vrai. Et non, mais une note d'espoir, clairement. Mais Oui. et c'est aussi On va pour terminer dire... sur une belle Non, et note c'est aussi pour d'espoir. dire que voilà, si on voit que y a des gens qui ont cette idée de dire et si on allait coloniser Mars, comme ça peut être le cas pour certains, pourquoi on pourrait pas dire et si
Et voilà, et la question après, elle est à écrire. Et si on devenait neutre en carbone? Et si on arrêtait de consommer des choses qui nuisent à l'environnement? Et si on essayait de réduire un peu notre consommation de viande, par exemple? Et si... Enfin, et voilà, et donc il suffit en fait de se poser la question pour je pense, des fois, initier, disons, le changement en fait. Ça demande du courage. Bien sûr. Mais il nous faut du courage. C'est ça. Et de l'audace. Clairement. Ouais. Suite à ça, peut-être qu'on va conclure. On va faire une petite météo de fin. Donc, Zazou, vas-y, commence. Écoute, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que nos auditeurs, auditrices aussi. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Sarah? Oui, j'ai beaucoup apprécié ces retrouvailles qui sont trop rares finalement. C'est toujours stimulant. On apprend des choses et nos discussions en tout cas sont riches, je trouve. J'espère aussi que les gens qui nous écoutent auront ce même avis. Exact. À la prochaine avec plaisir. Voilà, pour moi, petite conclusion aussi. Moi, ça m'a fait aussi extrêmement plaisir d'être là. Je vais retourner pouponner et puis m'occuper un peu de la maison, du foyer, même si les rôles sont bien partagés. C'est super. Et puis ouais, on va peut-être essayer moi, mon vœu, c'est qu'on essaye de faire un peu de façon plus régulière ce qu'on vient de faire là, et puis d'attirer encore plus de monde. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne désespère pas du fait que on fasse plus d'émissions et je réfléchis même, ça ce sera peut-être à mettre, on verra peut-être un impact sur les prochaines émissions, à d'autres moyens de diffusion sur que actuellement la chaîne YouTube, Los Antennas, et puis voilà. Mais ça c'est un teaser pour la suite. Donc merci, on verra ce que ça donne. Bye bye, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. On rebelle.